On va commencer par un chiffre, 52% des entreprises du Fortune en l'an 2000 ont disparu. Donc, ce qui revient souvent comme motif de disparition, c'est entre autres le cap de l'an 2000 qui n'a pas été passé, ce cap étant les prémices de la digitalisation que l'on connaît maintenant. Pour vous parler des différents, Laurent, tu peux passer. Pour vous parler de la thématique de l'industrie 4.0, bon, on la connaît bien. Je vais directement aller à la quatrième révolution que l'on a maintenant. Cette quatrième révolution est ni plus ni moins que celle de la donnée. Donc, simplement, ce sont les smartphones. On a digitalisé le monde, on est en train de digitaliser et on a accès à beaucoup d'informations. Ces informations nous permettent de pouvoir faire émerger des éléments que l'on ne voyait pas forcément avant, nous permettent de pouvoir prendre plus de hauteur et prendre des bonnes décisions au bon moment, comme par exemple les voitures autonomes qui commencent à se déployer. Elles captent de l'information de leur environnement dans le but de pouvoir prendre des décisions de façon autonome. Donc, cette quatrième révolution va nous faciliter la vie en nous délestant de beaucoup de tâches administratives redondantes, du copier-coller ou tout simplement de ne pas avoir de l'information. Pour vous parler un peu du coronavirus, on le connaît tous. Maintenant, je vais vous en parler du point de vue industriel, en tout cas ce que nous, on a pu constater chez Baldwin, c'est que le coronavirus a été l'épreuve du feu de l'agilité des entreprises. Quasiment du jour au lendemain, les entreprises ont dû passer d'un monde, je parle des industriels, ont dû passer d'un monde très physique à un monde qui était largement digitalisé, ou en tout cas qui n'était plus en présentiel. Il a donc fallu voir si la communication passait bien, apprendre à travailler avec des personnes qui n'étaient pas présentes, avec qui que l'on ne pouvait pas aller voir dans le bureau à côté ou sur les lignes de production. De la même façon, les gens sur les lignes de prod ne pouvaient pas forcément aller voir les personnes qui étaient au bureau d'études ou en méthode s'il y avait un problème. Ça a donc été l'épreuve du feu de cette digitalisation. Ça a également été un moment de mise en lumière des principales difficultés que pouvaient avoir les entreprises. Ça a été un accélérateur pour les entreprises pour sortir de leur zone de confort, des habitudes et passer le pas dans la digitalisation où, pour en parler depuis 2017, il y avait quelques réticences. Avec le coronavirus, il n'y a pas eu le choix que de faire le premier pas dans cette digitalisation. Du coup, pour vous parler un peu de Baldwin, donc parce que finalement, nous, on intervient auprès des clients et ce dont on va vous parler, c'est entre autres du retour d'expérience que l'on peut voir sur le terrain. Avant de vous parler de Baldwin dans un plus grand détail, je vais vous parler de la méthode que nous avons. Pour ça, du why, how, what. Laurence, tu peux passer à la slide suivante. Donc, le why, how, what, ça vient de Simon Sinek, qui est un chercheur. L'idée étant que les décisions sont prises par les émotions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la meilleure solution possible. Si vous n'y croyez pas, vous ne signerez pas. Ou à l'inverse, si vous avez l'intuition, ça va marcher, vous allez y aller. L'exemple qui revient assez fréquemment, c'est la méthode Dell ou la méthode de Apple. Dell, c'est des composants qui forment un ordinateur qui sert ensuite à communiquer avec le monde. Apple prend l'inverse. Il dit, on veut un outil qui permet de communiquer avec le monde. Donc, on va créer un ordinateur qui va être composé de tel et tel composant. Et c'est ce modèle-là que l'on a choisi pour déployer les solutions de chez Baldwin. Je peux passer à la slide suivante, Laurent. C'est la méthode que nous avons, c'est la méthode WOW. La méthode WOW, Why, How, What, commence par donner une vision, ensuite définir les solutions qui vont permettre de réaliser cette vision, et enfin finir par l'application. Ça paraît un peu une évidence comme ça quand on le dit, mais ça ne l'est pas du tout, en tout cas sur des clients que l'on a pu voir. D'abord, on démarre par l'opérationnel et on remonte les strates. La solution, et je vais vous donner des exemples après, c'est de commencer par cette vision. Donc, on a trois modes d'intervention, trois niveaux d'intervention. Le premier, c'est le métier de change manager qui va donner cette vision. Ensuite, le pilote projet qui va définir les solutions et qui va piloter le déploiement. Et enfin, les ingénieurs méthodes qui vont réaliser le travail opérationnel.
Baldwin, en quelques mots, donc 3 grands métiers, change officer, projet et méthode, 50 salariés, on a créé l'entreprise en 2017, on intervient avec notre marketplace de 100 partenaires que l'on a sélectionnés et qui nous permettent de déployer les solutions chez les entreprises, une présence dans l'ouest de la France au plus proche de nos clients, et enfin 50 formations de nos ingénieurs. C'est quelque chose qui revient souvent, comment est-ce que vous trouvez des ingénieurs qui sont formés? Eh bien, c'est très simple, on les forme. Donc, ils ne sont pas formés et on va les former. Et on a réalisé 50 formations de nos ingénieurs. Ça nous a permis quoi? Ça nous a permis de pouvoir apporter plus de 15 millions de propositions de gains à nos clients. Donc, c'était des gains orientés sur de la performance industrielle avec des outils du 4.0, donc autour de l'automatisation du traitement de la donnée. Les 5 solutions qui reviennent régulièrement chez les clients. Les 5 solutions qui sont appliquées chez les clients. J'en ai choisi 5 parce que c'est les 5 principales. Premièrement, c'est le développement d'applications mobiles pour faire du pilotage de projets et un suivi en temps réel. En l'occurrence, l'application mobile n'est pas l'élément qui est le plus important. Le plus important, c'est surtout de faire un feedback aux personnes sur le terrain tout en limitant la partie administrative pour générer ces feedbacks. La deuxième solution que l'on a, qui revient régulièrement, c'est l'automatisation entre ce qui doit être produit et ce qui est réellement produit par de l'extraction de données. Donc là, par exemple, c'est les différences entre ce qui était prévu sur les plans et ce qui est réellement produit. Et tout ça, on fait ça par de l'extraction de données SAP, entre autres. Ensuite, on va avoir la remontée des erreurs, ce qui arrive pareil régulièrement. Il y a des fiches qui sont complétées par les opérateurs pour remonter toutes les erreurs qu'il peut y avoir soit sur les gammes, soit les erreurs qui ont été réalisées. Et bien ça, on l'a digitalisé sur les tablettes ou sur les smartphones. La quatrième solution qui revient très régulièrement, c'est de supprimer le papier. En supprimant le papier, on va gagner du temps sur les mises à jour et donc permettre aux opérateurs de se focaliser sur leur savoir-faire, c'est-à-dire monter les produits qu'il y a à réaliser. Et enfin, la dernière solution, donc la 5e, c'est la méthode Scrum. Sur 2 départements en particulier, le département BE et le département méthode. On voit souvent, ce qui est souvent reproché au BE, c'est qu'ils ne vont pas sur les lignes de prod. Et le département méthode, c'est de refaire les gammes et de refaire le travail à chaque fois que les plans changent. Mettre en place la méthodologie Scrum entre ces 2 départements a permis de pouvoir faire monter en compétence les 2 départements sur les métiers respectifs de l'un et de l'autre et in fine de gagner du temps sur les projets suivants. Donc, le gain de temps qu'il y a eu est de l'ordre de 20% par projet. Donc, c'est énorme. Maintenant, je vais vous parler des principales difficultés. Parce que finalement, c'est bien de parler des projets, mais il faut aussi comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Les principales raisons qui reviennent sur les échecs de projet ou sur les difficultés que l'on peut avoir. Je vous les cite dans l'ordre. La solution n'est pas la bonne. Le problème n'est pas le bon. Souvent, il y a une solution qui veut tout résoudre dans l'entreprise et au final, on s'est rendu compte que la solution ne correspond pas parce qu'on n'a pas besoin de tout résoudre, mais juste une petite problématique. La 3e raison, c'est qu'il n'y a pas d'accès aux données. Voilà. Si on est sur une entreprise mais qu'il y a une ligne de prod mais qu'il n'y a pas Internet, on ne peut pas avoir accès au plan numérique. Des ROI qui sont difficilement chiffrables mais qui doivent être tenus absolument. Donc là, on réduit la capacité d'initiative. On va contraindre l'initiative des opérateurs, ce qui est un peu difficile dans une démarche d'innovation. Les autres problématiques, c'est le désintérêt de la direction pour suivre ou valoriser le projet, le désengagement de la direction vis-à-vis du risque du projet, un manque de culture de l'initiative, qu'il n'y ait pas d'intérêt perçu par les équipes ou que les équipes perçoivent une charge de travail supplémentaire ou le pire, c'est que les équipes disent « Oh, de toute façon, c'était mieux avant ». Ce qui revient, je pense que vous l'avez tous connu. Du coup, face à ces problématiques, on a identifié 6 conditions de succès. Si vous passez à la slide suivante. Les 6 conditions du succès des projets que l'on a menés. Premièrement,
c'est de simplifier les problèmes. Chez les clients sur lesquels nous sommes intervenus, parfois il faut tout résoudre dans l'entreprise. Il faut d'abord commencer par décomposer le problème, prioriser les problèmes et simplifier les problèmes. Si on a des problèmes simples, on peut mettre en place des solutions simples et donc suivre les retours sur un investissement de façon rapide. Si un problème est trop difficile ou si la solution est trop difficile à mettre en place, c'est que le problème à la base n'est pas suffisamment décomposé. La deuxième condition de succès, c'est votre équipe. Votre équipe doit avoir 4 caractéristiques. Premièrement, c'est la culture de la franchise, c'est-à-dire de dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La deuxième, c'est la responsabilité. Ils sont responsables de faire avancer le projet. Que la solution fonctionne ou pas, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de définir une solution qui a fonctionné, comprendre ou pas, comprendre pourquoi elle n'a pas fonctionné et avancer comme ça par une méthode test and learn. La troisième caractéristique, c'est l'expertise, le fait que votre équipe sache faire des choses. Et enfin, c'est la capacité de votre équipe à prendre des initiatives. La troisième condition de succès des projets, c'est la mise en place d'un budget et d'un stop loss. C'est-à-dire donner à la direction la possibilité de pouvoir suivre les projets, donc d'avoir la main, tout en laissant une marge de manœuvre à l'initiative, puisque évidemment, on n'est pas sûr des solutions qui vont être mises en place, on n'est pas sûr des problèmes, des sous-problèmes que l'on va rencontrer, et donc on n'est pas sûr que telle ou telle solution va fonctionner. Donc la mise en place d'un budget global et de se dire qu'on arrête le projet à X milliers d'euros de DNT et pensée donne à la fois un champ d'initiative pour les opérateurs, enfin pour les salariés plutôt, et la main pour arrêter les dépenses si jamais c'est nécessaire. La quatrième condition de succès, c'est l'implication de votre équipe pilote. Il faut une équipe qui soit un peu tête brûlée, dans le sens où ça va leur demander plus de travail, ils vont faire des choses qu'ils ne connaissaient pas avant, ils vont devoir communiquer avec les autres et toujours avoir une énergie et un optimisme. Eh bien ça, l'équipe pilote est l'une des conditions de succès pour réaliser avec succès les projets. La cinquième condition de succès, c'est le feedback. C'est-à-dire donner aux équipes le maximum de retours des interventions qui mènent. Est-ce qu'ils fonctionnent bien ou pas? Est-ce qu'ils ont bien appris? Est-ce que le projet fonctionne comme c'était voulu? C'est-à-dire autant de KPI que possible et de faire parler ces KPI, que chaque personne puisse se rendre compte où ils en sont, un peu comme sur un jeu, une vidéo. Vous savez vite si vous êtes bon, vous savez vite si vous devez vous améliorer et où vous devez vous améliorer. Parce que vous avez en permanence ces feedbacks qui arrivent. Eh bien, il faut mettre en place une des conditions de succès au projet que l'on a mené, ce sont ces feedbacks. Et enfin, la dernière condition de succès, c'est le réalignement entre les équipes, la finalité et la direction, le why, how, what. Et ça, ce réalignement doit se faire à des échéances régulières, donc mensuelles, hebdomadaires, journalières, afin que tout le monde soit en phase sur les actions qui sont menées, sur ce que l'on va attendre de ces actions et donc sur les nécessités de changer. Voilà, donc pour finir, les 3 étapes clés de changement: définir la vision, où est-ce qu'on veut aller, le why, ensuite mettre en place l'équipe pilote, le how, et enfin déployer les équipes en mode test and learn en laissant cette capacité d'initiative. Donc voilà, la présentation que je vous ai faite des activités et du retour d'expérience que l'on peut avoir chez les clients va pouvoir introduire la suite de l'intervention de nos partenaires. Je laisse donc la main à Eva Rotter de CNH. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Je me